Si. Donc on va redémarrer tout de suite. On a 10 minutes de retard, mais on va les rattraper. Je vais demander à François Brun de revenir parmi nous. Il le savait. Ah, François Brun. Donc je rappelle que vous êtes ingénieur docteur à l'ACTA, en charge des questions numériques, modélisation, analyse des données. Nous sommes évidemment toujours dans la session appui aux dispositifs spécifiques Ecophyto, Défi et le réseau d'épidémiosurveillance, c'est la deuxième partie. Et là, vous allez nous parler nous exposer le projet SYNOEM. Il s'agit de mieux profiter de la synergie entre réseaux d'observation, on en a un peu expertise et modélisation pour l'élaboration du bulletin de santé du végétal. Donc c'est une vision assez large. Je vous laisse vos 10 minutes qui vous appartiennent. Donc merci encore de m'accueillir pour présenter ce deuxième projet. Désolé, je monopolise la parole. On a eu 2 financements et on est très contents. Et ce deuxième projet est assez différent du premier. Vous êtes très fort. Voilà, sûrement. Donc ce deuxième projet est assez différent, il aborde vraiment un aspect assez différent d'Ecophyto, puisqu'on va vraiment être sur les dispositifs du BSV, du bulletin de santé végétale, donc l'épidémiosurveillance. Et donc j'ai intitulé la présentation pour faire un peu plus court que le titre du projet initial, mieux valoriser les réseaux d'épidémiosurveillance lors de l'élaboration du bulletin de santé végétale. On va passer aussi à un aspect beaucoup plus opérationnel. Puisqu'on c'est apporter des outils à ces acteurs en temps réel pendant la rédaction. Donc c'est quelque chose qu'on a porté avec l'ACTA, notamment avec une thésarde, Lucie Michel, entre l'ACTA et l'INRA, qui a soutenu en mai dernier sur ce dossier-là, qui était un complément au projet pour et sur Ecophyto. Et David Makowski de l'INRA et bien d'autres collègues, c'est pour ça que j'ai mis un petit étal. Je vais prendre ça. Donc, petit rappel de contexte, vous connaissez ça très bien et sûrement mieux que moi-même. Le plan Ecophyto, c'est quelque chose qui existe depuis 2009, dont l'objectif est la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, avec ce logo qu'on connaît bien. Le 2018 a disparu entre-temps, mais voilà, vous connaissez ça très bien. Il y a un volet qui est tout ce qui est l'épidémiosurveillance, qui se base sur un réseau d'observation d'épidémiosurveillance, ou qu'on appelle aussi le réseau surveillance biologique du territoire obligatoire, enfin qui fait partie de cet ensemble-là, qui aboutit au BSV, au bulletin de santé du végétal, avec ce logo-là, qui donne des informations sur l'état de santé des parcelles, des cultures, sur toutes les filières et dans toutes les régions. Et donc c'est une organisation régionale. Dans chaque région, sur les principales filières de la région, il y a une édition qui est une fois par semaine, enfin en cours de campagne, de cet état des cultures. Alors. Un exemple sur la vigne en Midi-Pyrénées. Alors, je n'avais pas refait de copie d'écran, donc celui-là, il date de l'année dernière, il n'est pas si vieux. De toute façon, ça n'a pas encore commencé pour cette année. Ça va commencer, je pense, la semaine prochaine ou dans 15 jours en Midi-Pyrénées. C'est ce qu'il donnait dans les mails. Il y a le bulletin de santé végétale, ça se présente comme ça. C'est un document où on synthétise au début, donc c'est pareil, mon animation a sauté, où on synthétise au début les principaux messages autour des maladies qui posent problème à cette date-là. Donc là, c'était le 10 mai 2016. Et puis après, sur une maladie particulière, par exemple le mildiou, on a la situation au vignoble. Et donc ça se base sur l'interprétation des réseaux d'observation. Avec une interprétation de ces données. Vous voyez, c'est une interprétation relativement qualitative dans cet exemple. Parfois, il peut y avoir, suivant les BSV, il peut y avoir quelques graphes qui accompagnent ça. C'est assez varié d'une région à l'autre. Et il y a aussi souvent une partie modélisation que je n'ai pas repris ici, qui est basée sur des modèles de prévision basés sur le fonctionnement de la maladie. Derrière le BSV, il faut voir qu'il y a une masse de données d'observation qui ont été collectées depuis 2009. Ça représente des millions de données. Je crois que ça représente juste 1 million de données si on regarde juste le blé. Donc il y a des masses de données depuis 2009 qui sont collectées. C'est des données qui ont une caractéristique particulière. C'est des données où on suit des parcelles au fur et à mesure, on suit des parcelles tout au long de la campagne. Donc c'est des données qui sont des données répétées dans le temps sur une même parcelle. Et donc ça se présente comme ça, par exemple sur la septoriose, sur 3 sites en Champagne-Ardenne, sachant qu'en Champagne-Ardenne, il y a à peu près entre 70 et 80 sites, parcelles qui sont suivies chaque année, sur des témoins non traités ici. On va avoir une première parcelle qui se comporte comme ça, la parcelle en bleu ici, et puis la parcelle qui doit être en vert ici.
Sur le mildiou, sur la fréquence de cep, c'est pareil, c'est des données répétées, le rouge ici, le orange ici, et puis le vert ici. Et avec une certaine variabilité, parce que là, on est peut-être bien sur la même année, je ne me souviens plus. Donc il y a une certaine variabilité à l'intérieur d'une même année sur des parcelles non traitées. Donc l'objectif de ce projet, c'est de proposer des améliorations pour mieux valoriser et intégrer 3 sources d'informations dans le BSV, les observations de terrain, et on a fait un gros focus sur cette partie-là parce qu'il y a énormément de données. Ça mobilise beaucoup d'acteurs dans les régions, et donc c'est important de valoriser leurs données aussi pour montrer qu'elles sont utilisées et intéressantes pour cette analyse de risque. Et elles ont vraiment une plus-value. Les outils de modélisation qui existent pour certains bioagresseurs, qui n'existent pas pour tous, et puis l'expertise aussi des acteurs de terrain. Donc le partenariat, donc on a bénéficié d'un financement de l'appel à projet pour et sur le plan Ecophyto, donc qui fait partie de l'ancien axe recherche du plan Ecophyto. On a aussi bénéficié d'une bourse CIFRE, de l'ANRT pour financer la thèse de Lucie Michel, avec un partenariat très large, puisqu'on voulait avoir, vous allez voir après, on a différents cas d'études, et donc on voulait avoir tous les partenaires autour du BSV, donc les instituts techniques, le CIRAM autour d'un cas dedans, les différentes chambres d'agriculture, puisqu'on a choisi à chaque fois une région particulière, et j'en oublie parce qu'on a étendu un peu à la Guadeloupe aussi au cours du projet, d'autres expertises, et bien sûr le soutien méthodo aussi de l'INRA, de David Makowski ici. Il y a un lien avec le projet VESPA qui va vous être présenté juste après également. Donc on a choisi des cas d'études très concrets parce que l'idée c'était vraiment d'avancer sur, proposer des outils sur ces cas aux acteurs. Et donc on avait listé un certain nombre de cas en début de projet. Il y avait le mildiou de la vigne, la septoriose de la blé, le sclérotinia du colza, la tordose de la vigne, la cercosporiose jaune du bananier, le charançon de la patate douce, et dans différentes régions sur lesquelles on a établi des relations avec les acteurs. On n'a pas avancé autant sur tous les cas, les uns que les autres. Comme vous allez voir, je vais sortir surtout des résultats sur le blé et la vigne, sur lesquels on a abouti à des outils les plus finalisés dessus. Donc, une partie du travail s'est basée sur l'élaboration d'une méthode de prédiction basée sur les observations. Donc on se base vraiment sur les observations collectées par les observateurs, qui consiste en un modèle général mixte, que je ne vais pas détailler, qui nous permet de prédire en fait à partir des observations. Les observations, elles sont représentées par les points ici. Donc là on se situe au BSV 14, donc vers le 20 mai. On a, à cette date-là, on a toutes les observations de la campagne qui seront représentées par les points là. Donc ça, c'est sur la septoriose, c'est-à-dire on a au début de campagne beaucoup de parcelles où il y a 0 symptôme de septoriose. Alors ça doit être sur la feuille, c'est sur un étage foliaire, je ne sais plus lequel, je ne l'ai pas noté, sur un des étages foliaires. Et puis petit à petit, on va avoir la maladie qui va se développer quand on va avancer dans le temps sur ce même étage foliaire, et donc avoir certaines parcelles où on va avoir beaucoup de feuilles, c'est de l'incidence, donc on va avoir beaucoup de feuilles qui sont touchées par la septoriose. Donc c'est sur des réseaux de témoins non traités, c'est-à-dire c'est un morceau de parcelle qui n'est pas, sur lequel on n'applique aucun produit phytosanitaire pour voir l'état de la maladie sans application. Et donc à cette date-là, en fait, on va pouvoir avoir la prédiction de l'année en cours ici, en rouge, une estimation basée sur les données, et puis la prédiction qui va venir, qu'il ne faut pas regarder trop loin, mais qu'il faut regarder sur 1 ou 2 semaines à venir, qui donne un peu la tendance, et ça permet de se resituer par rapport aux autres années. On voit 2011 qui est une année très faible en septoriose, donc on voit qu'en 2015, là c'était en 2015, on est une année qui est plutôt forte par rapport à 2011 à cette date-là. Et par rapport aux années antérieures, on a une année 2009 qui était légèrement plus forte, mais voilà, on est plutôt dans le haut des problématiques septorioses. Bon, après, c'est à cette date-là, et on va remettre à jour cette procédure au fur et à mesure qu'on va avoir des nouvelles données. On a évalué cette méthode et on a vu que c'était globalement satisfaisant, notamment quand on regarde les prédictions à J+7 ou J+14, et c'est une bonne échelle de temps pour le BSV, puisqu'on a des données qui viennent tous les 7 jours. On peut intégrer d'autres facteurs, notamment de pratiques culturales, et on a fait notamment sur le blé, on a intégré tout ce qui est des groupes de risque qui sont basés sur des combinaisons entre date de semis et variété, derrière avec la sensibilité variétale liée à la septoriose, qui nous permet d'avoir des profils différents en fonction de ça, pareil, à une même date. Voilà, c'est le même principe, sauf qu'on a distingué pour les groupes de risque avec un risque faible, moyen et fort, ce qui permet aux personnes de se repérer en fonction de leurs pratiques au champ. On a conçu des outils pour les acteurs des BSV qui vont
Alors, la chaîne de données, c'est les réseaux d'observation où les acteurs du BSV collectent la donnée. C'est quand même ça qui prend énormément de temps aux acteurs. Ils insèrent ça dans les bases de données. On va passer par API Agro pour faciliter le transfert aux outils de reporting ici. Et qui vont, du coup, on va de données collectées brutes ici à une mise en forme automatique sous forme d'un pré-rapport qui n'est pas le BSV, qui est un pré-rapport qui est utilisé en back-office en fait, par les auteurs du BSV pour avoir une pré-analyse. Et après, ils peuvent piocher éventuellement un ou deux graphiques s'ils veulent illustrer dans le BSV si c'est pertinent cette semaine, puisque le BSV, c'est un état, mais c'est aussi, ça donne des données factuelles, mais c'est aussi un exercice d'édition où on fait des choix éditoriaux pour mettre en avant tel ou tel problème. On a développé cet outil à la fois sur la vigne en Midi-Pyrénées depuis 2014, donc le projet a commencé en 2013. Tout de suite, on est allé vers des outils automatiques sur la vigne, même si ce n'était pas forcément complètement consolidé au niveau méthodo. Ça permettait vraiment d'engager les acteurs locaux dans ce développement. Et on a fait pareil en Champagne-Ardenne depuis 2015. Et Centre, on l'a appliqué en cours de campagne de façon vraiment opérationnelle l'année dernière, en 2016. Donc un, il est basé sur Epicure, qui est la base de données pour la vigne, et l'autre sur Vigiculture, qui est la base de données nationale pour le blé. Voilà. Ça ressemble, l'outil l'année dernière ressemble à ça, il va être refondu, il s'améliore chaque fois. Donc où les personnes rentraient leur jeu de données et ils aboutissaient à un rapport qui ressemble à ça, qui est centré sur la septoriose dans ce cas, où on voit un rappel des parcelles qui ont été suivies avec la typologie en fonction des groupes de risque, un petit tableau de synthèse, et puis après on a les graphes que je vous ai déjà montrés actualisés pour la semaine en cours. Et donc il faut se rappeler que les observations par exemple sur la vigne, c'est le lundi matin, les gens sont sur le terrain en train d'observer parfois en début d'après-midi, ils rentrent, ils saisissent dans la base de données, le coordinateur, l'animateur filière vigne consolide tout ça le lundi après-midi, là, en quelques heures. Il envoie ça le lundi soir pour les personnes. Le lendemain, c'est au téléphone pour discussion, validation, avoir un consensus autour du message d'analyse de risque. Donc ça se passe en moins de 20 heures en fait pour élaborer. Et le rapport, le BSV final est sorti directement en fin de matinée, début d'après-midi le mardi. Donc ils ont besoin d'outils vraiment opérationnels qui permettent juste de cliquer, de voir où ça en est en fonction des données qui sont ressorties. Parce que les données, elles arrivent au fur et à mesure de l'après-midi. Ce n'est pas forcément complètement synchrone, ça dépend après de l'organisation qui a été mise en place. Mais donc il faut éventuellement remettre un jour. Donc on ne peut pas passer 3 ans de thèse à analyser ce jeu de données chaque semaine. Voilà. Donc l'utilisation en routine a été faite en région centre sur le blé. On voit le message qui a été ressorti dans le BSV qui est basé sur cet outil. Donc ils utilisent l'outil puis ils interprètent ça. Donc l'année dernière, c'était une année où la septoriose était particulièrement forte. Et donc l'incidence, la fréquence de feuilles touchées de septoriose est supérieure à la même date à celle des années à forte pression. Et après, ils mettent le détail pas au cœur du BSV, mais en annexe. Voilà, ça c'est un choix éditorial. Nous, on ne voulait pas forcément que ce soit mis dans le BSV. Ils ont trouvé que c'était illustratif l'année dernière, donc ils l'ont mis. Perspective de transfert et de recherche. Donc en 2017, l'utilisation on vise à ce que les gens continuent à l'utiliser dans le projet, notamment sur la vigne et le blé. On va améliorer l'ergonomie, on va rendre ça complètement automatique, donc avec API Agro pour que ce soit directement utilisable encore plus facile qu'avant. Bon, avant ça prenait 5 minutes, l'idée c'est que ça prenne plus que 2 minutes pour lever tout frein. Extension et puis éviter des petits problèmes qu'on peut avoir. Et puis se pose l'extension aux autres régions et maladies. On va étendre normalement dès 2017, dès cette campagne, à Aquitaine pour la vigne. Sur le blé, c'est un petit peu en suspens, mais voilà, c'est une question il faut qu'on trouve les ressources internes aussi pour étendre. Et ça nous a aussi permis d'ouvrir de nouvelles questions de recherche avec un projet qui s'appelle SmartPeak, qui est concevoir des outils d'aide à la décision pour la protection intégrée des cultures, dans lequel on a rattaché une thèse, parce que c'est important aussi d'avoir des travaux de recherche où on prend le temps d'approfondir. Donc une thèse, c'est comme ça que ça marche, qui vise dont le titre est « L'analyse du risque de maladie sur blé et vigne », en combinant les bases de données régionales dont je vous ai parlé avant, et également une information locale en cours de saison pour pouvoir passer du niveau région à la parcelle agriculteur directement. Donc on sort de l'épidémiosurveillance et du BSV, mais on profite quand même du BSV pour aller vers des outils plus parcelles.
Il y a eu de nombreuses valorisations sous forme de publications, avec des publications scientifiques, le mémoire de thèse, qui sont des choses qui sont accessibles. Et on a fait un certain nombre de communications à l'AFPP, donc au CIMA, que tout le monde connaît en général dans ce genre de communauté, qui permet vraiment de transférer, puis ça permet de faire des articles aussi relativement courts en français, qui permettent d'expliquer d'autres choses aussi aux acteurs. Voilà. Merci beaucoup. Oui, on peut l'applaudir. Je vais demander de venir ici. Je vais passer directement à Xavier Rebout. Ensuite, il y aura un échange sur les deux thématiques. Donc, Xavier Rebout, vous êtes chef de département adjoint d'un département de l'INRA qui s'appelle Santé des plantes et environnement. Vous êtes chercheur à l'unité agroécologie de l'INRA de Dijon. Vous allez nous présenter le projet VESPA, valeur et optimisation des dispositifs d'épidémiosurveillance dans une stratégie durable de protection des cultures. Je vous laisse tout de suite la parole. Donc tous les pays n'ont pas de réseau d'épidémiosurveillance, et donc la question de savoir pourquoi on en a un en France et qu'est-ce que ça nous amène a fait l'objet de notre travail. Donc si vous mettez la première diapositive, je suis content. Voilà. Et ce qu'on sait, c'est que ça coûte entre 8 et 9 millions d'euros d'avoir ce dispositif. Et ce qui nous intéressait dans le projet VESPA, c'était de regarder qu'est-ce qu'on en retirait en face. Et c'était donc le sens de notre travail. Donc le BSV a été présenté par François, donc je ne reviens pas là-dessus. La question que l'on a essayé plus de traiter, que je présenterai un tout petit peu ici, c'est comment ça articule l'intérêt individuel et l'intérêt du collectif, et puis comment est-ce qu'on valorise l'ensemble des données collectées. Alors en fait, on avait commencé par faire une analyse de toute la cascade de l'information entre sa capture au champ, le passage par la modélisation éventuelle, l'émission de bulletins de santé du végétal, et leur utilisation, puisque la question c'est de savoir qui s'en sert et qu'est-ce qu'ils en font. Et donc, est-ce qu'ils sont satisfaits par ça? Quelle est la crédibilité qu'ils leur apportent, par exemple, étaient des questions majeures qu'on voulait traiter. Et puis la question, évidemment, est de savoir quelle est la valeur de ces données dans l'absolu, parce qu'évidemment, elles ont une valeur d'actualité, on l'a vu, à l'échelle d'une semaine ou de 15 jours, mais elles peuvent avoir conservé une partie de leur valeur qui peut être utilisée a posteriori. Et donc, on l'a vu aussi dans le projet SINOEM, où on voit l'ensemble des courbes des différentes années qui permet d'avoir une idée du faisceau d'évolution de la maladie et de pouvoir replacer une année particulière par rapport à d'autres. Et donc, pour pouvoir traiter cette question, on a réuni dans le projet VESPA des compétences issues de différents laboratoires de l'INRA et d'IRSTEA, répartis sur différentes places en France et porteurs chacun d'une expertise scientifique pour traiter cette question, qui relève beaucoup des calculs de l'optimisation et des calculs économiques. Donc tout de suite, ma première partie sur la dimension individuelle, pour dire qu'une des premières démarches qui a été lancée était d'utiliser les approches de la microéconomie pour essayer de regarder qu'est-ce qui se passerait pour un agriculteur s'il décidait de ne pas regarder les bulletins d'alerte, et qu'est-ce qui se passerait s'il regardait les bulletins d'alerte, et quel est l'écart entre ces deux situations. Est-ce qu'il a donc intérêt à aller regarder les bulletins de santé du végétal? Et on trouve que, évidemment, et c'est assez logique, mais on a maintenant des équations pour le dire, eh bien, il est d'autant plus intéressant de consulter un bulletin d'alerte, quel qu'il soit, que l'information qui est délivrée est précise et fiable, qu'elle permet de limiter les interventions quand elles sont coûteuses, et qu'elle permet évidemment d'éviter les dommages lorsqu'ils risquent d'être élevés. Et donc, le premier travail qu'on avait fait ici permet d'avoir les plages des paramètres sur lesquels le bulletin de santé du végétal constitue une ressource importante. Alors, je ne vais pas avoir le temps de développer cette deuxième diapositive, mais elle sera sur Internet, c'est pour ça que je l'ai mis, qui consiste à regarder dans quel cas les BSV ont amené l'agriculteur à changer sa position par rapport à ce qu'il pensait initialement faire. Je vais directement à la diapositive d'après, qui montre qu'en fait, on peut caricaturer les agriculteurs en deux groupes. Ceux pour lesquels, en fait, ils partent de l'hypothèse qu'ils ne feront pas de traitement et qui cherchent juste si, dans les bulletins, ils trouvent une bonne raison de faire un traitement. Et donc, ce groupe-là est dit traitement à justifier. Donc, pour eux, le niveau de base, c'est je ne vais rien faire sur ma culture, sauf si je reçois une information qui me dit que là, il y a vraiment un intérêt à aller faire quelque chose pour aller protéger ma culture, que ce soit avec des pesticides ou avec toute autre approche de désherbage mécanique, par exemple. Et à ce groupe traitement à justifier, TAJ, on peut opposer le groupe
qui est impasse à justifier, des agriculteurs qui ont prévu en début de saison qu'ils allaient intervenir sur leur culture dans l'objectif d'obtenir le rendement de référence auquel ils peuvent prétendre dans leur situation, et pour qui, en fait, il faut apporter une information qui lui amène à dire « tu peux faire une impasse parce qu'il ne va rien se passer pendant les 15 jours suivants et tu pourras rattraper la situation éventuellement après ». Et donc, ce groupe est dit « impasse à justifier ». Et ces agriculteurs, en fait, de leur position de départ, n'ont pas du tout les mêmes coûts sur le choix de la situation de référence et du coup, sur l'intérêt à aller lire les BSV et ou à décider comment est-ce qu'ils vont intervenir sur la protection de leur culture. Et donc, j'ai gardé un tout petit bout de l'analyse qui montre qu'il y a une dissymétrie entre ces deux groupes sur le coût psychologique associé à l'intervention. Celui qui a décidé qu'il interviendrait quoi qu'il arrive se pose juste la question de savoir quand est-ce que le signal lui est apporté, que les conditions sont réunies, la maladie est là, et il y a un créneau pour traiter ou faire tout autre type d'intervention. Et donc, il va le faire et il va dérouler son programme avec une conscience relativement tranquille sur le fait qu'il aura essayé de faire son maximum pour atteindre son objectif. L'autre groupe a décidé qu'il n'interviendrait pas. Et donc, au quotidien, il faut qu'il se pose la question de savoir, mince, mais est-ce que j'ai tort de ne rien faire? Et puis, à la fin de la saison, est-ce que j'ai bien fait de ne rien faire? Et donc, évidemment, le coût psychologique pour ce second groupe est beaucoup plus élevé que pour le premier. Et ça rentre très fortement en ligne de compte dans les stratégies déployées. Et ce qu'on montre dans le reste de notre travail, c'est que les situations sont pseudo-stables, c'est-à-dire que quand vous êtes un agriculteur qui doit justifier une impasse, il est extrêmement difficile de basculer dans l'autre groupe. Alors, derrière cette dimension individuelle de l'intérêt d'utiliser les BSV, il y a une dimension qui est plus générique et collective. Et la première, c'est l'équivalent de la vaccination en médecine qui permet de protéger une communauté complète contre des maladies majeures. Et on a essayé de regarder dans quelle mesure cette situation existait aussi dans les systèmes agricoles. Et donc, de manière intuitive, vous pouvez imaginer que si certaines maladies sont très inféodées à une culture et ne sont présentes que dans ces cultures, tous les agriculteurs qui contribuent à diminuer l'inoculum primaire de ces cultures en faisant des interventions diminuent le risque que d'autres parcelles soient à leur tour atteintes et donc évitent, à travers leur action très en amont du développement des épidémies, des besoins de recours à des phytos chez leurs voisins plus tard. Et donc, on voulait regarder ce principe de vaccination par un contrôle générique de l'inoculum à l'échelle régionale. Et on s'est posé la question de savoir dans quelle mesure il fallait qu'un réseau d'épidémiosurveillance soit suffisamment précis et proche du terrain pour que cette stratégie de vaccination marche. Et ce que l'on constate, c'est qu'évidemment, il faut des réseaux qui soient assez denses pour que ça fasse baisser fortement les inoculums, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rater de foyers. Mais là aussi, on a pu le chiffrer, et surtout chiffrer quelles étaient les caractéristiques des ravageurs que l'on devait analyser pour que ces effets bénéfiques collectifs soient les plus apparents. Donc, la suite de notre travail a été de regarder quels étaient les autres effets bénéfiques de la mise en place d'un réseau d'épidémiosurveillance. Et ce que l'on montre, c'est qu'évidemment, le premier rôle qui est confié à l'épidémiosurveillance d'alerte sur les risques phytosanitaires se traduit bien à titre individuel par un renforcement de l'opinion que les gens peuvent se faire sur le choix de leur stratégie et peut avoir des effets collectifs, collatéraux, d'effets similaires à de la vaccination qui sont souvent difficiles à caractériser. Mais on a aussi mis en évidence qu'il y avait d'autres intérêts à faire mettre en place un réseau d'épidémiosurveillance, puisque notamment ça amène à entretenir la capacité de faire de la pathologie de terrain et de l'expertise à très large échelle, puisque beaucoup de personnes participent à l'élaboration de ce référentiel. Alors, François l'a présenté, on peut utiliser ces données-là pour caler des modèles, je ne vais pas le développer. Je vais juste aller directement à un second message de mon topo, qui est sur la formulation des messages du BSV. Bon, d'abord, si on jette un œil à la variation de ces messages d'un bulletin à un autre, on constate que certains vont vraiment mettre l'accent sur
la préoccupation réglementaire, quels sont les produits homologués. D'autres vont plus porter l'accent sur comment est-ce que l'on peut cadrer les interventions et notamment rappeler les règles de calcul d'un seuil. Et finalement, il y a une forte variation d'une année à l'autre, d'une région à l'autre et d'un contexte à l'autre. Ceci dit, ce que l'on voit, c'est que, grosso modo, les messages qui sont proposés sont essentiellement basés sur la prévision et la modulation du risque en fonction d'éléments qui sont avant tout pédoclimatiques. Et ça questionne finalement l'articulation de l'épidémiosurveillance au reste des actions d'Ecophyto. Donc, il faut se rappeler que l'épidémiosurveillance a été faite dans l'idée d'avoir une séparation claire des éléments de diagnostic, des éléments de préconisation, pour éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts qui puissent amener à limiter les risques ou au contraire à les maximiser pour vendre plus de produits. Et donc, les bulletins de santé du végétal ne sont pas l'outil dans lequel la préconisation passe. Mais vous voyez que ce faisant, si par hasard la seule modulation du risque est basée sur la probabilité qu'il y ait une pluie la semaine prochaine ou que les températures du printemps soient élevées, fait qu'on rate la capacité qu'on a à travers les BSV à passer des messages sur tous les autres éléments de prévention et de prophylaxie que l'on prône par ailleurs dans le reste d'Ecophyto en disant ces techniques-là marchent et elles permettent d'éviter d'avoir recours à des traitements phytosanitaires. Et donc, une question que j'aimerais que l'on puisse débattre est de savoir dans quelle mesure il faut qu'on revienne un tout petit peu sur cette séparation du diagnostic et de la prévention. Et je vous propose là, finalement, un message qui me semblerait type, où on va décrire une situation. La conjonction des températures clémentes et d'humidité de ces dernières semaines a été favorable à la levée des adventices estivales, les kénopodes, les amarantes, les digitaires, etc. Que l'on relie ça à des dispositifs que l'on suit. Et donc, dans nos dispositifs où la fermeture du couvert est en bonne voie, nous privilégions l'option de ne pas intervenir. Donc, que l'on prenne une position, que l'on puisse dire éventuellement comment on va pouvoir avoir une porte de sortie sur cette affaire-là. Et donc, c'est la partie en vert. En rattrapage éventuel, là où les densités peuvent s'avérer problématiques, nous étudierons d'ici 2 ou 3 semaines l'opportunité d'un désherbage mécanique. Donc, on donne la porte de sortie. Et derrière, on rappelle finalement la référence. Les adventices seront alors à un stade où cette intervention sera encore efficace. Vous voyez qu'à travers une modulation du message, à travers des choix, on est susceptible de redonner une forme de reconnaissance à toutes ces actions qui sont prophylactiques ou préventives, qui seront inhérentes au fait que si on enlève les pesticides, il va falloir trouver d'autres formes de robustesse et de fiabilité de nos systèmes. L'ensemble des bulletins de santé du végétal, les avertissements agricoles ont été numérisés et ossérisés pour qu'on puisse faire une recherche full text. Et l'ensemble de ces éléments sont disponibles sur une base de données qui s'appelle Pest Observer, auquel vous pouvez adhérer, et qui montre l'ensemble de l'effort que nous avons fait pour couvrir 60 ans d'histoire de bulletins de santé du végétal et d'avertissement agricole à travers l'ensemble des régions françaises, ici avec l'exemple de l'Altise. Et donc, juste sur la base de cette affaire, de base de données disponible pour chacun d'entre vous, en copiant simplement la colonne du milieu où on a la date des bulletins, on peut faire une analyse en quelques clics qui regarde par exemple à quelle date certains bulletins ont fait apparaître un message sur un ravageur, ici la pégomie, qui est une foreuse, un insecte qui fait... je trouve plus de nom, voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les dates moyennes ont beaucoup changé au cours du temps. On attendait, à travers cet essai-là, à trouver qu'avec le réchauffement climatique, les messages apparaîtraient de plus en plus tôt, et on tombe sur la corrélation inverse, ce qui nous amène à retourner aux données. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que la pégomie, en fait, peut faire 2 ou 3 cycles par an, et que le fait qu'il y ait un réchauffement climatique fait qu'il y a maintenant de plus en plus de nécessité de suivre la 3e génération de pégomie, qui amène à ce qu'effectivement, il y ait un accent qui soit porté sur ce cycle-là. Donc, pour conclure, rapidement, on a trouvé que l'épidémiosurveillance était un dispositif qui était incontournable pour une acquisition des savoirs. Et pour nous, nous avons cette position qu'il vaut mieux donner les informations et que les gens choisissent en connaissance de cause plutôt qu'il y ait une forme d'obscurantisme, même si on sait que de temps en temps, ça va amener les gens à sortir leur pulvérisateur. Mais c'est gagnant.
Il y a un intérêt à couvrir de l'individu au collectif, et il faut assumer ce choix. On a vu qu'une information pouvait continuer à avoir de la pertinence, et donc qu'on pouvait continuer à valoriser ces données, ces jeux de données très longs. Et le dernier, c'est que si on veut aller plus loin dans l'accompagnement de la démarche de limitation du recours aux phytos, eh bien, il y a besoin sans doute de moderniser la manière dont on informe les gens à travers ce bulletin de santé du végétal. Merci beaucoup, Xavier Rebout. Donc, vous avez relevé des questions qui circulent depuis hier. Qui veut intervenir? Oula, très bien. Allez-y, c'est bon. Bonjour, Philippe Lecointe, je suis économiste à Montpellier, à l'INRA. J'avais une question et un commentaire. D'abord une question, à Xavier Rebout, est-ce que vous avez imaginé, puisque vous avez eu des collaborations avec des gens qui font de l'économie expérimentale, de tester de façon expérimentale l'impact de différentes formulations de ces BSV et de voir quels impacts pourraient avoir ces différentes formulations sur les décisions des agriculteurs? Et un commentaire également, dans les formulations proposées que vous mettez en évidence, en fait finalement on est toujours quand même plutôt dans une forme d'injonction technique, injonction, conseil. Et en fait, dans d'autres domaines, pas forcément en agriculture, on a pu mettre en évidence que les messages qui ont le plus d'effets sont plus des messages comparatifs avec des informations sur ce que les autres font, plutôt que des injonctions. Donc je voulais savoir si vous aviez pensé également à ce type d'approche-là. Donc, on travaille avec dans le projet VESPA, les gens de l'UMR Gaël à Grenoble ont mené une analyse en évolution expérimentale. Et donc, à travers leur travail, ils ont essayé de savoir quelle valeur un lecteur donnait au message qu'il lisait. Et donc, on a présenté ça dans le rapport final. On arrive à la conclusion que, en moyenne, les gens considèrent que chaque message du BSV peut être évalué comme représentant quelque chose entre 2 et 3 euros de valeur pour lui. Donc, si on somme sur l'ensemble des agriculteurs, ça montre que le BSV, dans un rapport 1 à 5 par rapport au coût, puisque par ailleurs, il coûte en moyenne 70 centimes par parcelle et contre 3 euros de bénéfices par les acteurs. Alors, pour faire ça et avoir une masse critique suffisante, on s'est concentré sur 2 situations seulement, qui étaient le colza et le blé. Et donc, on n'est pas allé jusqu'à faire une variation des types de messages pour voir dans quelle mesure ils changeaient le comportement. Mais il y a un présupposé fort qui est qu'effectivement, le contenu sémantique des messages va vraiment influer les décisions qui suivent. Et donc, il y a un gros travail à faire d'analyse textuelle autour de quel message est susceptible d'amoindrir ou d'augmenter l'aversion au risque. Donc, je pense que c'est une piste sérieuse qu'il faut qu'on poursuive. Et on dispose maintenant d'un jeu de données suffisamment large pour pouvoir faire cette analyse de manière complète. Et l'ensemble des données sont disponibles sur un serveur de l'INRA. Et donc, des gens qui sont intéressés par de l'analyse textuelle sont susceptibles de démarrer ces travaux demain s'ils le souhaitent. Sur la base de l'analyse comparative, donc c'est un peu le sens du message que j'ai proposé. Je crois qu'il faut qu'on puisse... et c'est un peu la même question qu'on avait sur les indicateurs hier. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de savoir quelle est la valeur absolue de leur situation, mais ils veulent pouvoir se placer dans une distribution par rapport à d'autres. Ils veulent savoir si en moyenne ils font mieux, si en moyenne ils font moins bien, et s'ils font moins bien, qu'est-ce qu'ont fait les autres que lui a raté. Et donc je pense qu'il est super important qu'on arrive à replacer les situations de chaque personne au sein d'une distribution pour qu'il puisse voir où est-ce qu'il se situe. Donc il faut qu'on l'aide à accéder à cette information-là, qu'il puisse se situer avec, dans un certain nombre de cas, peut-être des mesures simples, d'où la question des indicateurs hier pour les utilisateurs, pour pouvoir objectiver leur position. Vous voyez que dans le message que j'ai mis, en fait, on prend position par rapport à un dispositif expérimental et on dit voilà, nous, ce qu'on va faire et pourquoi. Et ça, je pense que c'est un moyen d'apporter une référence qui permet justement d'avoir un regard distancié par rapport à d'autres pratiques faites par d'autres. Voilà. Très bien. Autre point de vue, je crois, oui. Oui, donc Jérôme Julien, la DGL. Donc, ce sont 2 programmes intéressants qui nous apportent une hauteur de vue nécessaire sur l'épidémiosurveillance en termes de fonctionnement de réseau, d'analyse des données et de valorisation sur la gestion des risques. Alors, je vais juste apporter quelques bémols à la clé.
D'abord, le BSV peut préconiser des méthodes alternatives. C'est effectivement une impossibilité aujourd'hui de recommander des substances actives dans le BSV, de mentionner des spécialités commerciales encore plus, de produits phytopharmaceutiques, mais en revanche, il est fortement recommandé, et même c'est une obligation de recommander et de mentionner les méthodes alternatives et de le faire au bon moment. C'est-à-dire, par exemple, quand on veut gérer, je prends le cas du mildiou de la pomme de terre, le risque mildiou, quand on parle des tolérances variétales, on va le faire au moment de l'achat des plants et pas au moment où le mildiou se développe. Quand on parle de prophylaxie sur la gestion des tas de déchets ou des repousses, ça se fait au moment optimum aussi. Donc ça, ce sont des messages qui sont amplement passés au niveau des régions par les SRAL, les DRAF SRAL, qui réalisent la supervision des bulletins de santé du végétal. Il faut voir que les rapports de supervision que j'agrège et pour lesquels je fais une synthèse chaque année sont vraiment destinés à améliorer aussi la qualité du message pour qu'il soit derrière bien interprété et surtout qu'on ait une harmonisation des niveaux en termes de contenu. C'est vraiment pas le cas encore aujourd'hui, ça tend à franchement s'améliorer, mais quand on parle de BSV, il y a des différences entre filières et entre régions sur la qualité. Ça a été montré et présenté en comité national d'épidémiosurveillance. Donc le BSV ne doit pas être uniquement descriptif, ça c'est sûr. Il doit, parce que sinon ça n'apporte pas grand-chose pour la prise de décision. Il doit véritablement favoriser le raisonnement, apporter des éléments d'analyse de risque phytosanitaire avec l'ensemble des facteurs à prendre en compte sous la forme d'une grille de risque, rattachée à un seuil indicatif de risque quand c'est possible, et de donner derrière des méthodes de gestion du risque. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Merci. Je vais quand même demander un autre point de vue avant, ensuite à vous. Oui, bonjour, Didier Marteau, président de chambre et coordinateur un peu au niveau national. J'attire l'attention et dans la droite ligne de ce qui vient d'être dit sur la responsabilité de ceux qui le réalisent. Puisque, en tant que président, par exemple, de ma région Champagne-Ardenne, si une préconisation était faite et mal faite, les agriculteurs peuvent se retourner contre l'organisme qui a réalisé le bulletin. Donc je rappelle que cela a toujours été dans le droite ligne du départ, de faire de la prescription mais pas de préconisation, parce que la différence est importante. Ça a été dit, pas de molécules, mais par contre de donner des pistes. Le dernier exemple était très bon. Voilà, on donne les seuils de nuisance, les notions de risque et les solutions. Mais on ne va pas jusqu'à la molécule. Je le dis parce que c'est important. On est toujours à la limite. Ceux qui peuvent faire de la prescription, c'est l'organisme technique, le GDA, la coopérative. Ça, c'est de leur responsabilité. Et on fait bien la différence entre les deux. Je crois qu'il faut le rappeler. On est là pour faire de l'observation, faire des préconisations de méthodes, même d'outils, mais pas aller beaucoup plus loin, parce que derrière, on engage la responsabilité. Je rappelle que c'est les chambres qui le coordonnent, les chambres d'agriculture qui le coordonnent, et c'est eux qui ont la responsabilité de ce travail. Alors, troisième intervention, pardon. Quatrième, ensuite on arrête parce que... Oui, juste une remarque. On a une comitologie pour la surveillance biologique du territoire. Dans les régions, il y a ce qui s'appelle le comité régional d'épidémiosurveillance. Eh bien, j'aimerais que les types de présentations qui ont été faites là puissent être présentés assez creux, parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, me semble-t-il, pour tous les acteurs, Chambre d'agriculture, mais pas que, qui sont autour de nous. Et ça fait réfléchir effectivement à ces messages et tout. Ça peut faire avancer les choses et surtout faire en sorte que ce BSV soit de plus en plus lu par les agriculteurs, parce que c'est ça l'objectif au fond. On a quand même encore un petit déficit là-dessus et il faut qu'on progresse. Donc ça serait une proposition. Alors on a eu l'occasion pour Sinoem de présenter effectivement aux animateurs interfilières, donc organisés par la PCA Anne-Laure Bourrigaud en mars dernier. On a présenté effectivement dans des comité régional d'épidémiosurveillance ou en tout cas des filières, c'est là où je me perds un peu, mais en région centre, en région Champagne dans nos cas d'études. Et on a vu que après il y a le bouche à oreille et donc voilà, c'est pour ça que l'Aquitaine commence à être intéressée par nos choses. Donc après il faut qu'on ait les moyens pour assurer derrière le transfert et étendre aux autres régions et aux autres cultures et maladies. Ouais. Il nous reste deux points de vue, deux propositions, j'espère, très courtes, parce qu'on va passer la table ronde. Une question. Tout à l'heure, il nous a été donné les partenaires qu'il y avait autour du BSV. Je n'ai pas vu les coopératives. Alors, est-ce qu'ils ne fournissent pas d'observation ?
Est-ce qu'ils ne fournissent pas d'observation? Pourquoi? Dans le projet SINOM, les partenaires que j'ai mentionnés, c'est ceux qui étaient associés dans le partenariat officiel du projet. Après, quand on a participé sur les cas Champagne-Ardenne notamment, ou même Centre ou Midi-Pyrénées, ils sont autour de la table parce qu'ils fournissent des observations. Bien évidemment, les coopératives, les négoces pour la vigne, ils sont autour de la table après. Juste une deuxième question courte. On a des quantités de données à travers les BSV. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux au niveau national pour faire les synthèses, non pas par région, mais au moins par maladie, par pathogène, par ravageur, etc. Ça pose la question, je pense, d'Epifit, le système national qui est censé récupérer l'ensemble des données. Nous, on a travaillé sur des cas particuliers dans des régions qui nous ouvraient toutes les portes, du coup, parce qu'on avait les acteurs qui... Voilà. Mais c'est une question... Et le statut juridique de ces données n'est pas non plus complètement clair, à mon sens, aussi. Voilà, c'est des données qui sont financées par le public, privé, on ne sait jamais trop. Je pense qu'elles sont vraiment une forte valeur pour la recherche et pour l'innovation pour tous les acteurs. Donc, je pense qu'il faudrait statuer là-dessus. Enfin, c'est une question qui peut faire débat. Voilà. Autre position, oui. Oui, donc moi je suis à DRAF Bretagne. Ça rejoint un peu ce qui vient de dire tout à l'heure. Je voulais savoir pourquoi est-ce qu'il n'y avait que 2 régions actuellement pour lesquelles ça s'était développé, enfin tout ce qui était prédiction. C'est vrai qu'on aimerait bien voir d'autres régions pouvoir intégrer ce dispositif. Et aussi, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu de comparaison, enfin, ou peut-être vous l'avez fait, avec les modèles de prédiction classiques, type pour la septoriose, Précept ou Septolis. Est-ce que vous avez pu voir comment vous vous situez par rapport à ces modèles? Alors, notre ambition initiale était vraiment de combiner les données, les modèles dits classiques, effectivement Précept ou Septolis pour la septoriose, pareil pour le milieu, il y a les équivalents, et de les combiner aux observations. On n'est pas arrivé complètement jusqu'au bout sur cette partie, et puis on s'est rendu compte aussi en cours de projet qu'il y avait une masse d'informations d'observation. On s'est dit il faut aussi, je pense, un enjeu aussi pour faire que tous les acteurs du BSV qui passent beaucoup de temps à observer, à rentrer ces données. Et finalement, les données, pour l'instant, elles sont valorisées uniquement de la semaine. Après, elles sont mises dans le tiroir qui est la base de données et elles sont revues après en bilan de campagne. Et il y a finalement assez peu de valorisation, alors que c'est ça qui coûte l'essentiel du dispositif. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis l'accent là-dessus. Mais il y a un vrai enjeu à effectivement combiner les deux. On avait fait des essais, ce n'était pas complètement concluant. Voilà. Donc, c'est encore des voies de recherche à approfondir, effectivement. Dernière position très courte et ensuite réaction de Xavier Roubou de son côté. Donc, un témoignage, Thierry Bordin, région Centre. Il ne faut pas opposer les modèles par rapport à Précept, par rapport à Septolis, il faut plutôt les ajouter. Et dans le réseau BSV, pour avoir un BSV d'analyse de risque compétitif et productif, on tend plutôt à les ajouter. Là, sur SINOM, l'intérêt, c'est d'avoir les ABAC et pas la situation par rapport aux autres années. Ça, Septolis ne le fait pas, puisque Septolis, c'est un modèle climatique. Et donc, l'intérêt, c'est d'ajouter à la prévision climatique, qui est très bonne, qui est meilleure que sur SINOM, mais d'ajouter la pression par rapport aux autres années. Et là, on arrive à une analyse de risque beaucoup plus précise et à vraiment un BSV de qualité. Alors après, ce qu'on peut reprocher, c'est que les projets sur 3 ans sont toujours un peu courts pour la vulgarisation. Et ce qu'on aime, parce qu'il y a des coûts derrière de vulgarisation, mais aussi des coûts d'utilisation pour ceux qui vont rédiger les BSV. Et là, le frein, il est évidemment financier pour utiliser et Précept et SINOM en liaison et les ajouter dans les BSV. Et là, on a besoin d'outils automatisés qui permettent en un clic d'avoir la visualisation régionale et puis de pouvoir l'intégrer facilement dans la rédaction du bulletin. Voilà. Donc je dirais, c'est la suite de SINOM et on va essayer de travailler à ça. Voilà. Alors, ensuite, pour intervenir aussi plus finement, il est important d'adapter le modèle à chaque région. Sur la Champagne-Ardenne, donc ils sont principalement en semences sélectionnées. Et donc là, l'interprétation du modèle SINOM était plutôt sur la date de semis et semences sélectionnées. En région Centre, ce n'est pas le cas. On est principalement en semences de ferme. Et donc ce qui comptait, c'était plutôt date de semis et puis différence climatique, parce qu'on a une forte différence climatique entre le Sud-Loire et le Nord-Loire. Et on a adapté le modèle SINOM pour tourner justement en différence climatique, ce qui est un peu différent. Voilà.
Très bien, vous avez exprimé donc clairement des besoins et je laisse juste 30 secondes. J'avais 2 points. La première, c'est je voudrais savoir combien de personnes ont feuilleté un BSV en 2016 ou 2017 dans la salle. 1, 2, 3. Oui, donc quand même, voilà, ok. Bon, c'est bien, merci. Voilà. L'autre point, c'était juste pour revenir sur quelque chose, si on prend un peu de recul sur l'ensemble des dispositifs éco-phyto. Vous voyez qu'évidemment, notre ambition, c'est d'arriver à relier les pratiques à travers les itinéraires techniques avec la prise de risque et une minimisation des risques en question. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est une corrélation entre ce qui a été conduit en termes de choix par les agriculteurs et la résultante en termes de prise de risque sur un panel élargi de cortège de bioagresseurs. Si vous y réfléchissez bien, vous voyez que dans ce dispositif-là, on a un dispositif d'épidémiosurveillance qui regarde la pression phytoparasitaire d'un côté, mais c'est déconnecté des pratiques, qui ne sont pas connues, et que par ailleurs, on fait dans les réseaux défis une caractérisation très forte des pratiques, mais il n'y a pas de caractérisation biotique qui est mise en face. Donc vous voyez que s'il y a un truc sur lequel il faut qu'on arrive à travailler mieux, c'est comment est-ce qu'on articule ces deux choses-là pour qu'on puisse avoir au moins au départ, d'un point de vue expérimental, la capacité à tester s'il y a des corrélations et quels sont les effets indirects, et puis après à faire de la préconisation qui permette de relier, ou d'autres formes qui puissent permettre de relier le choix des pratiques à la prise de risque correspondante. Merci beaucoup. Merci beaucoup Xavier Rebout et François Brun.